C'est bon? Oui, c'est bon. Ouais. C'est bon pour moi. Je ne sais pas si on est tous effectivement présents. Est-ce qu'on attend Normalement, c'est automatique, ça balance tout le monde dans la salle. Ça balance tout le monde. Ok, très bien. Eh ben, bonjour à tous. Je vous ai croisé pour certains, je pense quand on était à Rennes, à l'hôtel Pasteur, avec les équipes de la preuve par 7. Du coup, moi, je m'appelle Fanny Côté. Bon, n'hésitez pas à me poser des questions tout au cours un peu de cette petite heure. Je commence par vous rappeler, mais vous avez peut-être eu effectivement le mot d'introduction. Je suis Fanny Côté, je travaille à Plateau-Urbain, mais en tant que doctorante. Je suis doctorante CIFRE, et donc je fais ma thèse à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en urbanisme et sur la question de l'urbanisme des communs. J'avais travaillé précédemment plutôt à la fois un peu avec l'IAU et puis au moment où j'étais à Plateau-Urbain depuis 2017 sur la question de l'urbanisme transitoire, et maintenant je me penche un petit peu plus sur la question de l'urbanisme des communs, comment on peut aussi pérenniser ces lieux d'occupation transitoire. Donc voilà un petit peu les thématiques que je peux aborder. Et donc, j'ai commencé ma thèse il y a à peu près 1 an. Je suis revenue, donc j'avais fait mes premières armes à Plateau-Urbain en 2017 et je suis revenue cette année en 2019 pour pouvoir commencer cette thèse. Je ne sais pas comment vous préférez qu'on procède. Moi, j'avais reçu une petite liste de questions, mais peut-être que du coup, en fonction de ce que vous aviez pu lire, des questions que vous avez forgées, peut-être qu'on peut fonctionner directement par mode de questions, à moins que vous Oui. Juste, moi, je suis censée modérer. En fait, ça veut dire que Très les bien. gens conversent sur le chat et disent parole, et je leur donnerai la parole, mais il y a Ça quand marche. même un moment de démarrage où tu peux exposer et dérouler. Ok. Si tu as envie de dérouler. Et voilà. On a 1 heure en tout. Donc on a quand même... Ça marche. Très bien. Il faut le temps de se faire aussi un peu, effectivement, à Zoom, à la visioconf, comme ça. Donc, je vous racontais un petit peu plus en introduction qu'on s'était rencontrés pour certains dans le cadre de la preuve par 7. Du coup, dans le cadre de ma thèse, je vais aussi aller fouiller un petit peu du côté des méthodes expérimentales qui sont entre autres développées par Patrick Bouchin et donc soutenues par le collectif de la preuve par 7. Donc, voilà globalement un petit peu toutes les thématiques que je peux aborder. Quand je parle d'urbanisme des communs, alors je ne sais pas jusqu'où effectivement vont connaissances sur cette question des communs. Pour revenir un petit peu peut-être à ça, ce serait l'idée qu'on aurait des ressources partagées. Enfin, si je reprends vraiment les définitions d'Elinor Ostrom, et je reviens à ça effectivement parce que c'est dans le cadre un peu des questions que vous posez autour de l'affiliation un peu politique par rapport à ces lieux tiers, les tiers-lieux, ces lieux hybrides, on ne sait pas trop au final comment les appeler. Une partie, en tout cas moi, de ce que j'ai pu observer, c'est qu'une partie de cette filiation vient à la fois peut-être de cette question des communs, une autre partie viendrait aussi aurait pour filiation un peu directe la question de l'urbanisme transitoire. Enfin, en tout cas, moi, c'est un peu comme ça que je peux aborder la question. Et donc, pour refaire un petit topo sur cette question des communs, le commun tel qu'il est défini par Elinor Ostrom, il a pour caractéristique d'avoir en quelque sorte 3 piliers. Le premier qui serait une ressource partagée, une ressource qui peut être inaliénable. Donc, il y a toute une philosophie autour des communs naturels et environnementaux. Donc, on a ce premier pilier qui est celui de la question de la ressource. On aurait un second pilier qui est la communauté, les commoners, ceux qui veulent avoir un accès à cette ressource et pouvoir partager cette ressource. Et enfin, un troisième pilier qui est aussi le système de gouvernance qui permet de mettre en partage cette ressource. Je refais un petit point un petit peu là-dessus, puisque entre autres, je crois que vous allez peut-être voir aussi Cécile Diguet, effectivement de l'IAU ou de l'Institut Paris Région, à un moment, peut-être dans cette petite session focus en ce moment. Cécile qui a pas mal lié effectivement la question de l'urbanisme temporaire aussi
à celle des communs, que, entre autres, les grands voisins pourraient constituer ce qu'on appelle un commun urbain. Donc, dans le cadre de ma thèse, je vais aller étudier un petit peu ces lieux qui peuvent se revendiquer, en tout cas appartenant au champ des communs, et voir en quoi, puisque je m'intéresse plutôt aux lieux hybrides, aux tiers-lieux qui seraient plutôt dans les métropoles, dans les espaces fonciers et immobiliers tendus. C'est un peu la caractéristique que j'ai envie d'apporter effectivement dans ma thèse, puisque la principale caractéristique de ces lieux, alors je ne sais pas si ça en fait la spécificité urbaine en quelque sorte des communs, mais c'est celle de l'accès au foncier et de l'accès à l'immobilier. Ça, c'est quelque chose qu'on a pas mal réussi à mettre en lumière avec Plateau Urbain, c'est de dire qu'effectivement, dans les métropoles, on a un accès à l'immobilier et on a un accès au foncier pour les activités de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, qui est vraiment complexe, puisque des prix de marché qui sont inatteignables et qu'on ne peut pas soutenir, en tout cas, quand on a une activité de l'ESS. Et donc, j'ai plutôt un focus qui va permettre d'aller étudier les métropoles et ces zones tendues. Et dans le cas de ces zones tendues, donc c'est un petit peu là où l'urbanisme temporaire a réussi aussi à s'agripper, c'est pouvoir essayer de sortir temporairement certains de ces espaces du marché, en allant essayer de parfois ôter le loyer, donc ce qui fait effectivement que ces espaces ne sont pas forcément appropriables et disponibles pour tous. Et donc, grâce à ce verrou, en quelque sorte, qui pourrait sauter de temps en temps du loyer au sein des espaces les plus tendus, on redonne un peu, effectivement, un accès à la ville, à certains de ces acteurs, et donc un accès plus solidaire à la ville, donc qui pourrait construire, pourquoi pas, un urbanisme effectivement solidaire. Mais jusque-là, qui est temporaire, et donc là, moi, ce qui vient m'intéresser par rapport à la question des communs, c'est que et alors, on n'est pas tous d'accord en tant que soit doctorants, soit les chercheurs qui bossent dessus, mais aussi les praticiens, les acteurs. Pour certains, le commun, il pourrait être temporaire, puisqu'on se positionne plutôt sur un mécanisme qui est sur la gouvernance, la réappropriation politique d'un lieu, etc. Mais dans les métropoles, ça pose vraiment la question de l'accès à la ressource foncière et l'accès à la ressource immobilière. Et quand on a une perspective effectivement qu'on se rattache à la philosophie des communs et qu'on pense à un peu la naissance aussi, l'histoire de cette philosophie des communs qui vient aussi des communs environnementaux et comment on arrive à sortir les ressources naturelles d'un phénomène de spéculation foncière et d'appropriation via toutes les théories de la rente. Et ben là, effectivement, on a un peu on bloque en quelque sorte, on arrive à un moment de blocage par rapport au commun qui serait urbain, qui est celui de la ressource. Comment on fait pour la pérenniser? Comment on fait pour la sortir d'un marché ou pas? Est-ce que c'est possible ou pas? Et donc, comment on fait pour vraiment créer un commun urbain? Est-ce qu'il suffit juste de le revendiquer, d'aller se battre effectivement et de mettre en place un système de gouvernance partagée horizontale? Ou est-ce que effectivement le commun urbain, sa grande spécificité, c'est la ressource en elle-même qui pose problème, puisque de base, on est sur une ressource qui a une valeur marchande et qui n'a pas qu'une valeur d'usage, qui est appropriée par certains et qui peut être privatisée, voire financiarisée. Voilà un petit peu les questions que je peux me poser un peu dans le cadre de la thèse. Et comment j'essaye d'articuler un peu cette question de la philosophie des communs et des spécificités ou pas des communs urbains. Tous les auteurs ne sont pas d'accord pour dire qu'il y aurait une spécificité en tant que telle qui est due aux espaces urbains et aux espaces immobiliers et fonciers tendus. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que oui, et je crois aussi que au sein de ce DU, vous pouvez parfois voir dans les différents lieux que vous avez pu visiter que cette question de la ressource, de comment on va aller négocier avec un propriétaire, comment on va aller créer un système, un bail, une convention pour pouvoir occuper un terrain, voire l'acheter pour
pouvoir aussi préserver, pérenniser en tout cas certaines activités qui sont mises en place. C'est une vraie question au final qu'on se pose quand on tente de mettre en place un lieu hybride, un tiers-lieu. Je ne sais pas forcément trop comment les appeler. Voilà, globalement, pour un peu brosser le tableau. Et peut-être pour vous refaire un petit point un peu plus sur l'urbanisme temporaire, on m'a transmis quelques questions effectivement sur la création peut-être d'un marché de l'urbanisme temporaire. Alors peut-être que, sans revenir trop sur un peu l'histoire de l'urbanisme temporaire, moi j'ai l'impression, en tout cas c'est un peu plus dans ce sens que j'ai mené un peu mes dernières recherches et mes dernières études, que l'urbanisme temporaire a toujours existé, via l'occupation légale ou illégale. Ça, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Par contre, ce qui est complètement nouveau et ce qui date vraiment des années début 2010, mais qui s'est vraiment accentué à peu près en 2015, c'est la médiatisation de cette pratique et le fait qu'on ait réussi, comme à passer un stade quelque part, à la rendre effectivement, à la médiatiser, progressivement à l'institutionnaliser, voire à la professionnaliser. Et j'aurais tendance aussi à dire que alors donc il y a des acteurs clairement en plateau urbain et un peu je dirais un peu la proue de ce phénomène d'institutionnalisation, de professionnalisation forcément, et qui a aussi complètement favorisé, à mon avis, la création et l'émergence vraiment de ce marché-là, en allant négocier directement aussi avec les promoteurs immobiliers pendant les concours et les consultations, les marchés publics, etc. Et c'est ça aussi qui a permis d'en faire un marché. Alors après, il faut voir effectivement comment on peut le caractériser, ce marché, et est-ce qu'on reste toujours sur un principe avec l'urbanisme temporaire, qui était un petit peu le but, en tout cas, si je reviens à la philosophie initiale à la fois des grands voisins et à la fois aussi de plateau urbain, qui était la mise à disposition juste au prix des charges, mais sans loyer, puisque le temporaire fait que, de fait, un propriétaire ne pourrait pas valoriser son bien pendant cette période de vacances. Donc, est-ce que effectivement ce principe est toujours maintenu du zéro loyer, ou est-ce que les promoteurs ou les acteurs publics, en intégrant cette pratique d'office dans les marchés publics et dans les consultations, pour progressivement un peu évoluer par rapport à cette étape-là, et aussi ont envie de pouvoir valoriser un bien, donc de remettre en place un loyer, voire même d'en créer un marché général. Une question de Margot. Vas-y Margot. Oui, merci. Merci Fanny. C'est une question, c'est un peu foireux comme question. Enfin, elle n'est pas très claire. C'est plus une intuition que j'ai parce que je connais bien les grands voisins et les structures qu'il y a derrière. Je me demandais si vous aviez des acteurs qui pouvaient se montrer critiques et si oui, lesquels envers des initiatives comme celle de Plateau Urbain. Parce que comme tu disais, des initiatives qui vont avoir tendance à tendre vers une mise sur le marché. Je ne sais pas si c'est les bons termes, mais voilà, il y a un enjeu de commercialisation en tout cas. Et je me dis, ça va un peu à l'encontre enfin pas à l'encontre, mais ça va pouvoir gêner certains types d'initiatives. Je pense au squat notamment, où il y a un esprit beaucoup plus libertaire, où il va y avoir une envie de faire hors du système, hors de toute marchandisation. Et je me dis, vous avez réussi chez Plateau Urbain, je trouve en tout cas, à articuler deux axes qui sont quand même assez forts, et je trouve que j'ai l'impression que vous n'êtes pas nombreux à réussir à faire ça. Mais je me demandais s'il y avait des acteurs qui s'étaient montrés ouvertement hostiles ou opposés à votre manière de faire, parce que justement vous intégrez l'urbanisme temporaire dans une logique de marché quelque part et d'institutionnalisation, tout ça. Je ne sais pas si c'est clair, mais voilà. Si, complètement, merci. Je ne sais pas si en posant la question, tu avais en tête certains acteurs spécifiques
au sein des grands voisins ou c'est plus de manière générale Non, au contraire, moi je trouve que vous êtes un des rares à réussir. Mais il y a beaucoup. Moi, je suis pas très fan de Skinny et Uko avec leur lieu, la recyclerie, et machin, où il y a un. Enfin, c'est pas un truc. Je trouve qu'il y a un décalage. La recyclerie, c'est un exemple qui moi m'horrifie un petit peu parce que voilà, tu as le bidon vide juste derrière et puis le brunch à 21 € à l'intérieur, caricaturé. Je suis désolée si je heurte des sensibilités, je suis un peu cash, mais c'est pas trop ma tasse de thé. Alors qu'au Grand Voisin, je trouve que vous avez réussi à faire quelque chose d'assez puissant en alliant deux aspects. Euh, mais il y a sans doute une limite que moi j'ai pas encore perçue à cette action-là aussi. Vous êtes empêché de plein de manières différentes, j'imagine, pour aller vraiment au bout de l'objectif social qu'il y a derrière ce que vous faites, votre action, quoi. Donc non, je ne pense pas particulièrement à Plateau Urbain, mais justement, ça m'interroge du coup de savoir si vous aussi, vous faites l'objet de critiques de ce type-là, quoi. Complètement. Enfin, pour le coup, moi, suivant la coopérative, enfin, quand je suis arrivée à Plateau Urbain, on était association et on était 5. Donc, pour certains, malgré ma jeunesse, je suis un peu considérée comme un dinosaure aussi de Plateau Urbain, même si c'est né en 2013. J'ai vécu la transformation d'association à coopérative. Quand je suis revenue, voilà, pendant la période où moi je finissais mes études avant de commencer la thèse, la coopérative commence à grossir. Il y a eu d'abord 15 salariés, à peu près une quinzaine, voilà. Et puis quand je suis revenue en fin 2018, début 2019, on était presque 40. Donc c'est un parcours de professionnalisation et de croissance qui est énorme. Les gens sont vraiment très surpris quand on en parle comme ça, mais c'est vrai que passer en 3 petites années de 5 à 40, c'est beaucoup. Et ça, c'est clair qu'on est déjà attaqué par certains pour une forme un peu de standardisation et de professionnalisation quelque part de la pratique. Après, je crois que la position de Plateau Urbain a toujours été de dire que l'idée, c'est plus d'essaimer que d'aller reproduire de toute façon le modèle, et l'idée n'est pas de grossir et d'aller monter à plus que 50 personnes déjà, par exemple, c'est pas le cas, et donc c'est pas le but non plus de monter à une stratégie nationale de l'occupation temporaire du tout. Et c'est clair par contre qu'on est complètement on était déjà dès le début des grands voisins, où vraiment Plateau Urbain a commencé à grossir à partir de 2016. On était déjà très critiqués par de toute façon toute la communauté squatter, par un espèce de mouvement où on veut être un peu punk et un peu dans cette ambiance d'autogestion, etc. Et je pense que c'est toujours le but aussi. Enfin, quand on ouvre des lieux, il y a une communauté maintenant au sein de Plateau Urbain des responsables, ceux qu'on appelle les responsables de site ou les gestionnaires de site, où ils sont une vingtaine de salariés, et c'est assez chouette toutes les dynamiques qu'ils arrivent à monter entre eux de manière très horizontale pour pouvoir savoir comment animer un peu les différents lieux, comment créer ce réseau, etc. Mais par contre, ouais, c'est vrai qu'on était très très vite attaqué par toute la communauté squat, parce que de toute façon, on ne vient pas de ce milieu-là, il ne faut pas se le cacher. Et les fondateurs de Plateau Urbain sont c'est une ancienne promo de Master 2 d'urbanisme de Paris 1 la Sorbonne, exactement le même master d'où je viens d'ailleurs. Et c'est des gens qui ont bossé après dans l'immobilier, soit chez des promoteurs. Simon Lenné, le fondateur, a été en partie broker et donc maîtrise complètement les codes de l'immobilier. Et c'est sûr qu'il ne faut pas se leurrer pour ça aussi. C'est que la montée en puissance, elle est aussi possible parce que il y a eu une formation initiale qui est spécifique et souvent on nous pose beaucoup la question quand moi je rencontre des étudiants souvent en archi, on me demande mais pourquoi tous les collectifs d'archi, en fait, tous les collectifs un petit peu voilà comme ça alternatifs sont architectes et vous ne l'êtes pas du tout, quoi. Et c'est vrai qu'à la base c'est des urbanistes et plus des spécialistes de l'immobilier, et donc ce qui fait que de fait ça peut pas être complètement la même logique, et on est attaqué par pas mal de collectifs. Après, la réponse qui est tout le temps donnée, et je pense qu'il est le cas, c'est qu'on essaye dès qu'on peut de pouvoir mixer un site d'occupation temporaire avec de l'hébergement d'urgence. Ça, c'est un peu le point fort, je trouve,
de la coopérative et de se dire qu'il faut qu'il y ait cette mixité, qu'elle est importante et que pour que ce soit possible et qu'on puisse vraiment résorber la vacance, c'est un peu le but, c'est un petit peu le credo de Plateau Urbain, il faut aussi que les pouvoirs publics puissent se rendre compte que ces pratiques sont possibles et qu'on peut, on peut aussi occuper, faire confiance à des petites assos, à des petits collectifs, qu'on peut mettre de l'hébergement d'urgence en plein 16e arrondissement de Paris et que ça fonctionne. Voilà, c'est un petit peu l'idée d'aller effectivement faire la démonstration par la preuve, comme ça. Il y a une question de Charlie. Micro. Ah, on ne t'entend pas. Attends, il met son micro. Excusez-moi. J'avais une question, c'était parce que ce que tu viens d'expliquer, c'est hyper intéressant et c'est hyper fort dans le mouvement, la question de croiser tiers-lieux et hébergement d'urgence dans l'urbanisme temporaire. Dans les rapports de Cécile Diguet, en fait, on voit que dans la dynamique, c'est 5 ou 6%, je crois, des projets de tiers-lieux, l'imbrication de l'hébergement d'urgence dans le projet. Quelle conclusion vous en tirez et est-ce que du coup, ça devient un axe de travail à part entière, l'hybridation des deux, ou est-ce que c'est un parmi d'autres et comment vous travaillez les autres? Je ne sais pas si c'est clair. Oui, tout à fait. Alors, il y a un peu deux façons, je trouve, de réécrire un peu l'histoire de Plateau Urbain par rapport à ça, je dirais. Il y a l'idée initiale de se dire qu'il faut occuper la vacance, qu'on peut pas rester dans cet état-là, qu'il y a trop de mètres carrés vacants en Île-de-France et partout ailleurs, qu'il faut pouvoir faire quelque chose de ce vide-là. Ça, c'était la première idée. Donc, l'idée, elle n'était pas au début fondée sur l'hébergement d'urgence du tout. Et c'était plutôt d'ailleurs un truc tourné peut-être sur l'artistique, le culturel, enfin voilà. Et très vite, en fait, ce qui a permis de rajouter l'hébergement d'urgence à ça, c'est les grands voisins. Et je pense que les grands voisins, en l'état, ça a permis de faire la preuve au sein de l'association et du collectif Plateau Urbain qui était en train de se monter que c'était nécessaire d'avoir cette mixité et qu'elle était super importante à la fois pour l'hébergement d'urgence et les personnes qui habitent sur un site comme les grands voisins et à la fois pour les acteurs qui travaillent et que cette mixité-là, en fait, elle produit des choses complètement inattendues et super intéressantes. Et du coup, aujourd'hui, il y a un peu ce double ADN, je trouve, au sein de Plateau Urbain. Il y a un peu ces deux histoires qui s'entremêlent, mais avec la volonté dès qu'on peut, de pouvoir ouvrir un centre, soit un centre mixte, mais en tout cas de travailler le plus possible avec soit Aurore, plutôt sur Paris, on a plus bossé avec eux, soit le groupe SOS, comme c'était le cas dans le sud de la France, ou d'autres acteurs de l'hébergement. Ça, c'est important. Après, il y a des bâtiments, puisque de fait, on est appelé maintenant par tous les plus gros propriétaires, les foncières, les assurances, etc. Et donc, il y a aussi des propriétaires et des typologies de bâtiments dans lesquels on se dit que c'est pas forcément intéressant de mettre de l'hébergement d'urgence parce que soit trop petit, soit… enfin bref, il y a des typologies dans lesquelles c'est pas possible et il y a aussi des propriétaires qui ne veulent pas. Donc, on essaie de faire bouger les lignes progressivement en allant travailler avec eux, en leur disant que c'est pas la mer à boire, qu'au contraire c'est super important et donc c'est pour ça qu'on a ouvert les 5 toits dans le 16e. Mais ça, Adrien a dû vous en parler beaucoup plus. C'est aussi le cas dans le 8e arrondissement, à 2 pas de la Tour Eiffel avec la maison Marceau, où cette fois-ci on a un centre pour femmes, toujours géré par Aurore. Et là, il y a une belle mixité aussi qui a réussi à se créer. Mais c'est vrai que c'est pas tout le temps possible. Et dans ce cas-là, on ne va pas s'empêcher d'ouvrir un lieu quand on n'arrive pas, avec le propriétaire en tout cas, à trouver ce terrain d'entente pour qu'il y ait hébergement d'urgence. Mais après, personnellement, moi, je trouve qu'il faudrait en faire un peu une ligne plus forte au sein de Plateau Urbain et de l'affirmer beaucoup plus. Maintenant qu'on a le poids, la reconnaissance politique, de dire c'est important, faisons-le à chaque fois. Ce serait intéressant. Il n'y a pas de questions exprimées. Alors je sais Vas-y, vas-y. Non, justement, j'en ai pas. Margot, t'en as? Vas-y. Non, moi, ça m'a intriguée parce que j'étais, au Bastion de Bercy, j'ai une asso dans laquelle j'étais impliquée qui s'est installée là-bas. Donc, je sais que Plateau Urbain a pu mettre à disposition sa plateforme pour faire un appel à candidature. Et je sais plus, je crois que c'est Cécile qui gérait la partie
location justement à des associations qui disaient que justement vous aviez donné une impulsion au sein d'Aurore pour, pour que eux puissent diversifier leur site d'hébergement d'urgence et du coup avoir… Donc, j'ai pas vraiment de questions en fait, je crois qu'il y avait une demande de comment ça s'était un peu articulé, comment vous envisagez l'émergence d'une potentielle concurrence du coup. J'imagine que c'est plus une logique de il faut essaimer, comme tu disais, donc tant mieux si d'autres prennent ça, mais demandez comment vous aviez pu aborder cette question-là au sein du plateau urbain. Ouais. Merci, ça va de faire le pont avec le bastion de Bercy, parce que c'est un projet que je connais très peu, que j'ai pas visité personnellement, et c'est bien dommage. Et effectivement, l'idée, c'était de… alors là, c'est avec Aurore, et on a encore un autre projet avec la Mie de Pain, qui doit pas très loin être du bastion de Bercy, où là, ça a plus été… le but de les doter un peu de nos outils, de pouvoir… à la base, la plateforme de plateau urbain en ligne, pour aller… prendre un espace de travail, c'était une plateforme, comment ça a été pensé au début, l'idée c'était de faire le Airbnb de la vacance, en gros, mais de la vacance en termes de bureaux et d'espace de travail. Et du coup, l'idée c'était vraiment que les collectivités qui ont des locaux vacants puissent se créer leur compte propriétaire sur cette plateforme et mettre leurs biens et faire leurs appels à candidature, et on les accompagnait si besoin. Et donc c'est un peu ce qui a été fait avec Aurore sur le bastion de Bercy, avec une asso, la Mie de Pain, sur un autre projet. Dans le sud de la France, on a travaillé aussi à Toulouse, si je ne dis pas de bêtises, avec un bailleur social qui s'appelle Aquitanis, qu'on a complètement formé à nos outils. Et maintenant, ils font ça tout seuls. Ils ont ouvert 2 ou 3 lieux maintenant. Super intéressant. Et du coup, effectivement, là, maintenant, ils sont un peu en roue libre et ils s'en sortent… et puis, du coup, ils arrivent à avoir eux-mêmes cette mixité, et après, eux, ils gèrent eux-mêmes le lieu comme ils l'entendent. À Bordeaux. Merci pour Aquitanis. Toulouse, c'est un autre sujet. Ok, merci. Moi, j'ai une petite question. Je maîtrise assez mal, c'est vrai, ces questions de vacances. Mais tout à l'heure, tu me disais que certains propriétaires étaient réticents à prêter, je sais pas, ou leur espace. Est-ce que c'est que quand il y a des questions d'hébergement d'urgence, par exemple, ou est-ce qu'il y a d'autres réticences de la part des propriétaires auxquelles vous devez faire face ou… Ouais, alors de moins en moins. En 2017, en 2017, même avant ça, 2017, ça a commencé à être beaucoup plus facile. C'était nous qui allions démarcher un peu les propriétaires, mais plutôt les collectivités publiques d'ailleurs. On avait plutôt cette idée-là à la base. Et très vite, en fait, c'est aussi pour ça que je parle un peu de marché, de l'urbanisme temporaire, c'est que les propriétaires privés se sont très vite rendus compte pourquoi ça pouvait être intéressant pour eux de pouvoir occuper cette vacance. Donc maintenant, ils sont très nombreux et très différents à venir voir un peu plateau urbain, mais d'autres personnes aussi. Il y a d'autres collectifs maintenant qui proposent ça aussi. Et les réticences, elles sont un peu de plusieurs ordres. Il y a l'hébergement d'urgence, forcément, mais il n'y a pas que ça. La première question qu'on nous pose tout le temps, c'est comment vous faites pour partir ? Puisque c'est pas du squat, c'est légal, c'est quand la date de fin et comment ça se passe pour finir une occupation. Ça, c'est l'une des premières réticences. Et après, forcément, la question du loyer, elle est tout le temps posée. Ça, je trouve que c'est vraiment une acculturation à faire, de faire comprendre qu'il y a une valeur d'usage qui se crée dans ces lieux. Il y a une valeur sociale aussi qui est présente. Que la valeur marchande du loyer, elle n'a pas forcément de sens pour nous, puisque pour le propriétaire, dans tous les cas, le bien serait resté vide. Donc, au mieux, on lui permet de faire des économies, mais on ne va pas aller financer en plus en lui apportant un loyer, alors qu'il n'en aurait pas reçu dans tous les cas. Ça, c'est un changement culturel qui n'est pas évident à faire et que les propriétaires ont du mal. Et après, il y a encore des questions sur les charges. Parfois, on a des propriétaires qui s'imaginent qu'on est en quelque sorte des va-nu-pieds, qu'on se balade. On avait eu ça une fois, un propriétaire qui nous disait non, mais il voulait faire l'occupation d'un bâtiment, mais séparé entre un espace vraiment coworking et un espace qui serait plateau urbain avec toutes les autres activités. Il nous disait non, je veux que ce soit vraiment très séparé parce que
Enfin, sinon, les occupants de plateau urbain, ils vont se balader pieds nus dans les bureaux, on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire. Enfin, alors que bon, il n'y a pas de. Enfin, voilà, il y a des petites questions des fois comme ça qui paraissent un peu absurdes, mais pas, plus par mes connaissances et progressivement, je trouve que toutes ces questions, elles finissent par tomber. Il y a une question de Nicolas et ensuite Karine. Merci Hermine. Bonjour Fanny. Bonjour. Merci pour tous tes éclaircissements déjà, c'est super intéressant. Alors moi j'ai deux petites questions. Tu nous parles beaucoup de volonté de mixité d'usage depuis tout à l'heure. On se rend compte qu'il y a des axes forts qui s'affirment. Tu nous parlais des restrictions parfois liées aux bâtiments et donc à des usages qui n'ont pas lieu dans certains bâtiments. Moi, je voulais savoir si maintenant, avec le recul et votre expérience depuis 2013 et 2015, s'il y avait des artistes ou des résidents qui vous suivaient quand une phase transitoire se terminait quelque part, et du coup, est-ce qu'on peut parler d'espaces communs itinérants, en fait, aujourd'hui? Est-ce que vous remarquez ça dans la pratique? Finalement, est-ce que ce n'est pas souhaitable pour essaimer dans le plus de lieux géographiques? Et après, et peut-être que ça, c'est un peu tarabiscoté, mais tu me diras, est-ce qu'un espace commun peut se trouver dans l'espace public? Oui ou non? Alors, je vais les noter. Alors, du coup, j'aime bien ta formulation sur l'espace commun itinérant. Je trouve que c'est assez marrant. Et ce matin, j'étais en conférence avec un chercheur plutôt en géographie du commerce qui parlait de la caravane des occupants. Et que quand on partait d'un bâtiment, effectivement, on créait cette caravane et on emmenait des occupants avec nous. C'est pas forcément le cas. En tout cas, c'est pas ce qu'on a. Enfin, et ça, c'est l'un des sujets pour lesquels Plateau Urbain est assez critiqué. On ne veut pas forcément fidéliser des occupants tant que ça à Plateau Urbain, mais parce que c'était plus pensé au début comme un tremplin en quelque sorte immobilier. Et du coup, quand on ferme un lieu, il y a possibilité, quand on ferme un lieu ou quand on ferme une phase en quelque sorte, puisque les grands voisins, il y a eu plusieurs phases, donc on a fait plusieurs appels à candidature. On décide, puisqu'on sait qu'on va avoir des occupants d'un autre lieu qui vont repostuler de toute façon pour avoir à nouveau de l'espace. Souvent, on garantit un pourcentage, et il n'y a qu'un pourcentage d'occupants qui pourra réaccéder en quelque sorte à un espace temporaire. Mais sur la plateforme qu'on a créée en ligne, il y a à peu près 7000 porteurs de projets à l'heure actuelle. Donc c'est énorme, et s'il n'y a pas ce principe de rotation aussi pour pouvoir permettre un peu la chance à d'autres de développer une activité, d'avoir un accès à un espace moins cher, juste au prix des charges, et c'est compliqué. Et ça nous semble important en tout cas de garantir cette possibilité d'avoir une rotation et une diversité en quelque sorte d'occupants. Après, on ne va pas se leurrer, c'est clair qu'il y a des occupants qu'on revoit tout le temps, il y en a qui ont dû faire 3 lieux d'occupation temporaire chez nous, et parce que aussi, c'est non pas des fortes têtes, mais des personnalités qui vont vraiment aller animer la communauté. Et quand elles sont en place dans un lieu, elles vont aller effectivement animer, elles vont être moteurs dans le lieu, elles vont pouvoir créer un peu ces synergies entre occupants. Et en plus de ça, elles vont souvent être aussi motrices, ces personnalités, pour pouvoir aller créer des liens par rapport à un quartier et animer un peu soit l'espace public, soit un quartier qui aurait autour de ces lieux-là. Donc clairement, on a un peu ces occupants qui sont aussi super importants et qu'on appelle un peu nos occupants de confiance. Et oui, ceux-là, quand ils repostulent, clairement, souvent, ils sont repris. Mais je trouve que ce serait intéressant qu'il y ait un peu ce principe un peu de caravane, parfois un peu plus que, en tout cas, qu'il y ait beaucoup plus de lieux qui soient ouverts, qui soient disponibles comme ça, de manière à des prix plus accessibles pour que ça puisse tourner, quoi. Et puis qu'un jour, on ait un occupant qui soit chez nous, puis qu'il y ait chez Souk Machine, et puis qu'il y ait un autre endroit, et puis voilà, que ça puisse tourner en tout cas, mais qu'il y ait assez de possibilités pour que tout le monde trouve un espace de travail. Tu disais aussi, est-ce que ce ne serait pas un problème pour essaimer quelque part? Ça devient un problème. Alors, je ne sais pas si Moi, j'ai compris que ce ne serait pas un moyen pour essaimer.
Ah, Non? je me suis peut-être trompée dans le… Oui, c'était souhaitable pour SMA. Ben, je trouve que c'est souhaitable, en tout cas, pour dire effectivement, nous aujourd'hui, 7000 porteurs de projets à loger, c'est impossible en fait. Et donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait ces lieux-là. Et justement, c'est aussi le poids qu'on essaye d'apporter à la fois aux propriétaires privés qu'on peut rencontrer, de dire, dès que vous avez un moment de latence, un moment de vacances, au moins d'un an, par contre, ça c'est un peu la durée minimum, faites-le et faites-le, donnez peut-être les clés à un autre collectif, que ce soit pas forcément nous, ça c'est pas le problème, mais faites-le parce qu'il y a vraiment des besoins. Et de la même manière, on essaie de le faire auprès des collectivités territoriales et des acteurs publics. Donc je pense que oui, ça c'est plus un… et de fait, en fait, il y a des occupants qui n'arriveront jamais de toute façon à développer leur activité pour pouvoir trouver de toute façon une rentabilité économique et se mettre sur le marché classique. Enfin, de fait, c'est pas possible. Et il y a énormément d'associations d'aide aux migrants, d'éducation populaire ou autres, qui sont là, qui font un peu office quelque part de service public, mais qui ne trouveront pas de modèle économique. C'est couru d'avance. Et donc, il faut qu'il y ait tout le temps des lieux relais pour que ces gens-là soient tout le temps un peu dans cette boucle, cette caravane un peu de l'immobilier solidaire, quoi. Et après… Pardon. Non, je préviens qu'il y a encore d'autres qui veulent prendre la parole. Il y a Karine. Ça marche. Donc voilà, il y avait la deuxième question de Nicolas, peut-être sur espace public. Espaces communs, est-ce que les espaces communs appartiennent aux espaces publics? Ouais, complètement. Les espaces publics sont complètement, à mon avis, des espaces communs. Et je pense que, là, si je reprends un peu ma casquette de chercheur, je pense que le droit et le droit napoléonien, en créant la propriété privée, mais aussi la propriété privée publique, parce que une collectivité dans il n'y a pas que du domaine public, en fait, il y a de la propriété privée pour les collectivités. Je trouve a fait beaucoup de mal à cette notion d'espace commun qui devrait être de base des espaces un peu inaliénables et appropriables par tous, et c'est pas trop le cas. Donc je pense que oui, en tout cas, il faudrait que les espaces communs appartiennent complètement aux espaces publics, et ça c'est sûr, ouais. Ok. À toi, Karine. Oui, merci beaucoup. Moi, j'avais une question par rapport à ce que tu disais sur du coup la valeur d'usage et la valeur sociale. Et donc, du coup, la question corollaire, en fait, c'est celle des indicateurs qui doit être assez difficile. Je me demandais comment vous faisiez du coup le retour sur expérience en fait, des différents projets que vous avez montés a posteriori. Et est-ce qu'en amont aussi, vous vous servez de ces indicateurs un peu comme garde-fous pour pas que ça devienne justement des projets avec un angle uniquement financier? Tout à l'heure, tu parlais de mixité, que c'était du coup un critère que vous imposiez, entre guillemets. Et donc ça pourrait avoir des avantages pour faire office de garde-fou. Et à la fois, je vois aussi un risque, c'est que du coup, les structures, en fait, cherchent simplement à cocher des cases via ces indicateurs-là et qu'on perde un peu le côté expérimental de tous ces projets-là. Donc voilà, je voulais savoir, je comprends la nécessité d'avoir ces indicateurs-là. Je me demande quels sont-ils et après aussi les risques à devoir les employer. Peut-être que ta question elle est tournée aussi parce que tu sais peut-être qu'on est en train de créer un outil de mesure d'impact des tiers-lieux, des lieux hybrides. Ouais, on en avait parlé rapidement à l'hôtel Pasteur, mais assez vite, ouais. Et effectivement, Plateau Urbain, depuis 2018, a un peu lancé cette démarche de se dire il faut qu'on puisse évaluer un peu ce qu'on fait. Alors, d'abord, on parlait d'évaluation, maintenant, on parle plutôt de mesure d'impact. Et aujourd'hui, on a un salarié qui travaille depuis 1 an à temps plein pour développer cette plateforme avec une première version qui est en train de sortir là maintenant et qui sera vraiment disponible à l'été. Moi, alors, je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour en parler de cette mesure d'impact parce que je partage un peu ce que tu dis. J'espère vraiment. Et bon, les collègues qui portent ça ont vraiment en ligne de mire d'aller mettre en avant la valeur d'usage plutôt que la valeur marchande. Mais j'ai un peu l'impression, ça c'est un peu mon point de vue personnel, que tous ces projets de mesure d'impact se transforment souvent à vocation de pouvoir justifier un peu une valeur marchande, de transformer un peu un impact social en comment on arrive à quantifier. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir ce que dit Sophie Ricard sur l'hôtel Pasteur par rapport à ça,
comme quoi elle a calculé, en fait, elle a mis bout à bout tout ce que son action avait pu apporter, comme si elle l'avait compté, comme si elle avait été assistance à maîtrise d'ouvrage classique, etc. Et donc, elle montre un peu, elle fait la balance voilà, en termes d'économie entre le projet actuel et le projet en fait, que ça aurait dû être, ce que ça a réellement coûté. C'est super intéressant, je pense que c'est vraiment un exercice à faire, mais ouais, que moi je trouve parfois un peu dangereux. J'ai peur que ce soit un peu, que ça devienne le nouveau crédit un peu à aller voir pour après, où tu puisses aller voir ton investisseur et dire si voilà, en fait, mon tiers-lieu ou mon lieu hybride, il va pouvoir produire tels impacts, qui soient des impacts sociaux, j'en doute pas. Mais ouais, j'ai peur que ce soit vraiment transformé un peu à vocation plus investisseur. Et c'est vrai que, en tout cas, l'outil, comme on est en train de l'envisager, il est vraiment tourné pour que c'est censé être un outil libre de source et puis réutilisable. Donc, en tant que Je suis la seule à bugger. Non, chez moi aussi, ça bug. Okay. Donc peut-être qu'on est deux à bugger. Alors, on t'a perdu à un moment, tu t'es bloqué. Je pense tout. Mais c'est pas grave. Je ne peux pas te dire en plus à quel moment ça. Je crois que ça a recommencé. Ah ouais, zut. Peut-être qu'il faut qu'on coupe quelques vidéos. Je sais pas. Désolée, j'ai peut-être une mauvaise connexion. Donc, je ne sais pas où est-ce que ça a coupé par rapport à cette question de la mesure d'impact. Ça a coupé quand tu étais rendu à outils envisagés en open source. Ok. Et donc, l'idée, c'est un peu effectivement qu'en tant que gestionnaire de site, chacun puisse se dire je vais aller fixer en amont de mon projet, avant mon projet, un peu les impacts que j'aimerais avoir sur ce projet. Et même pouvoir faire l'analyse un peu et l'évaluation au fil de l'eau et même in fine. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, il ne faut pas que ça devienne juste effectivement un processus où on vient cocher un peu les cases et voir ce qu'on a envie d'avoir. Mais toujours... et parfois, je trouve ça dommage aussi que... mais je comprends complètement, par contre, les intérêts par rapport aux collectivités, de voir quel est l'impact vraiment que peut avoir ces lieux et pourquoi c'est important et intéressant. Mais bon, il ne faut pas rentrer non plus dans le flicage pour aller chercher tout le temps soit des subventions, etc. Et de fait, dans une part d'institutionnalisation un peu de ces pratiques. Merci. Il nous reste un quart d'heure, donc là, je sais que je dois donner la parole à Margot, puis à Mélusine, puis à Lucie. Et ensuite, peut-être, si c'est possible, à Charlie. J'ai déjà parlé, du coup, peut-être Mélusine, vas-y. Ouais, Mélusine, vas-y peut-être. Et Lucie? Lucie, vas-y si tu veux, parce que j'ai déjà posé une question tout à l'heure. Ok, merci beaucoup Fanny pour l'intervention. Moi j'avais une question, je me demandais plutôt si tu avais des éléments sur l'évolution progressive de l'attitude des pouvoirs publics par rapport à ces pratiques d'urbanisme temporaire, transitoire, solidaire, et si tu avais notamment des éléments sur ce qui a fonctionné, ce qui a permis de les embarquer dans ce type de pratique, et éventuellement également si tu avais des éléments sur les conséquences que ça pouvait avoir, aussi bien négatives que positives, sur les projets en question. Merci beaucoup. Alors, ouais, on peut... comme j'ai commencé à le dire à un moment, on avait plutôt l'impression au début, nous, avec Plateau Urbain, qu'on allait pouvoir s'adresser tout de suite aux acteurs publics. Et en fait, c'est peut-être un truc assez classique. Les acteurs publics se sont rendus compte peut-être un peu plus tard que les acteurs privés qui avaient un intérêt, en tout cas, à avoir recours à l'urbanisme temporaire. Aujourd'hui, ils ont complètement compris l'intérêt que ça avait. Et je trouve qu'il y a eu un peu deux mouvements de la part des acteurs publics par rapport à ça. Le premier qui a été de s'engouffrer dans toute la série des appels à projets urbains innovants qu'il y a eu, là, les Réinventer Paris, Inventons la métropole et tous les tralala, en région parisienne, mais pas que. Et que cette vague d'appels à projets qui, à mon avis, a permis de libéraliser un petit peu plus la production urbaine et la construction. Au début, c'était un peu avoir recours à l'urbanisme temporaire parce que c'est à la fois sympa, c'est à la fois... ça permet beaucoup de choses. Enfin bref, ça a été un peu un révélateur de pouvoir accéder à ça.
Et certaines collectivités ont lancé des marchés spécifiques à l'urbanisme transitoire pour pouvoir gérer leur patrimoine et gérer la vacance. Et moi, j'ai été creuser un petit peu plus ces appels parce qu'avant de revenir pour ma thèse à Plateau-Urbain, j'étais vraiment responsable d'études à Plateau-Urbain. Donc, je faisais de la veille à appel d'offres et je faisais de la réponse à l'appel d'offres comme le reste du pôle études. Et on a pu aller étudier les cahiers des charges de soit la région PACA, soit l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay, la métropole de Lyon. Enfin, il y a beaucoup de collectivités qui ont lancé ces marchés spécifiques à la gestion transitoire du patrimoine. Donc ça a été un premier effet. Et après, je trouve qu'il y a un peu un autre effet qui est plus à rattacher un peu à toute cette notion de tiers-lieux et pas que de l'urbanisme transitoire. C'est de voir vraiment un peu comment ces lieux sont aussi des relais pour la collectivité, des relais de services publics ou de services locaux. Et ça, c'est un peu mon analyse perso, mais j'ai un peu l'impression qu'il y a ces deux mouvements-là. Voilà, tu me posais une autre question également que j'ai oubliée. Je te demandais si tu avais des idées sur les conséquences que pouvait avoir eu justement l'engagement progressif des pouvoirs publics dans ces démarches-là, aussi bien positif que négatif. Sur une des conséquences, je ne sais pas si elle est directement liée. Dans un autre morceau de ce que je peux regarder pour ma thèse, on se rend compte que les pouvoirs publics sont en train de se dire qu'ils ont fait parfois des bêtises en allant vendre leur terrain et leur immobilier. Et il y a un retour des pouvoirs publics à vouloir maîtriser cet immobilier-là et revenir en tant que propriétaire, etc. Donc il y a un espèce de phénomène. Et moi, j'ai tendance à croire que c'est un peu rattaché à cette question un peu des communs et surtout du foncier commun. Et du foncier un peu inaliénable, et je trouve que ça c'est assez intéressant, et à mon avis les tiers-lieux font partie d'un peu ce mouvement-là, plutôt je dirais, moi j'ai tendance à considérer un peu comme positif. Et après les effets négatifs, c'est un peu la transformation, est-ce qu'on en fait un marché public de gestion globale plutôt que parfois juste faire confiance à un acteur local qui est une association qu'ils connaissent très bien, mais qui d'habitude les fait peut-être un peu qui les embête un peu, et donc il y a peut-être un défaut de confiance parfois juste aller regarder en bas de chez soi pour ces collectivités-là et de donner les clés à quelqu'un, quoi. Voilà. Super. Alors dans ceux qui n'ont pas posé leur question, Mélusine, Margot, Charlie. Je prends. Moi, je me demandais comment. Je suis désolée, c'est très impersonnel, mais j'ai pas de webcam, donc je ne peux pas voir. Je me demandais comment vous arrivez à gérer la volonté clairement exprimée par certains acteurs que vous avez fait venir sur des sites temporaires, de rester en fait sur ces sites, voire de se battre pour rester, alors que vous avez un contrat, que vous avez négocié des choses, que vous vous êtes engagé à partir. Je ne sais pas si certains ont pu assister, parce que c'est arrivé en plein Covid-19, mais au film de Bastien Simon sur les grands voisins, la cité rêvée des grands voisins. Pour ceux qui ne savent pas, Bastien s'est rapproché d'une plateforme en ligne qui s'appelle La 25e heure. Donc d'ailleurs, si vous êtes à Paris, ça peut vous intéresser. Vous pouvez voir des séances de cinéma à un temps donné sur cette plateforme en achetant une séance à 3 ou 4 euros. Et donc, moi, j'ai pu voir, par exemple, depuis mon salon, le film des grands voisins. Ça marche aussi dans la région, pour info. Ouais, voilà, exactement. Ça marche pas que. Moi, je suis dans le Loiret en ce moment, à Orléans. Et donc, j'ai pu voir effectivement depuis Orléans ce film. Et dans ce film, moi, je me rappelle parce que j'étais là à ce conseil des voisins au moment où il y a un des occupants des grands voisins qui s'est soulevé et en disant mais non, en fait, on ne partira pas des grands voisins au moment de la première fermeture, au moment de la fermeture de la phase 1. Et c'était assez fort parce que, alors ça a été un vrai travail d'acculturation pour le coup des équipes de Yes We Camp, Aurore et Plateau-Urbain en amont, de dire pour que ce soit possible qu'il y ait d'autres lieux qui ouvrent comme ça et que les pouvoirs publics nous fassent confiance, mais les propriétaires aussi, il faut que ça ferme. Il faut qu'on joue le jeu, il faut que ça ferme, il faut qu'on parte.
Et ce jour-là, en fait, cette personne qui ne voulait pas partir s'est retrouvée un peu seule face à tous, puisque les autres occupants ont défendu la position qu'on avait défendue pendant 1 an, en disant non, on va partir pour que ce soit possible de réouvrir autre chose plus tard. Et en fait, l'histoire a donné raison finalement, puisque l'aménageur a décidé d'enclencher une saison 2. Et ça s'est passé comme ça. Et donc maintenant, aujourd'hui, c'est très très rare. En fait, on n'a jamais, à part 7 fois au Grand Voisin, je crois qu'on n'a jamais eu une question d'occupants qui ne voulaient pas partir et qui voulaient se pérenniser. Ok, merci. Mélusine, tu veux y aller avec ta question? Oui, c'était une petite question assez naïve, je pense, sur ce que ça peut amener comme précarisation pour ceux qui participent à cette occupation temporaire des lieux. Alors j'imagine plutôt pour des propriétaires privés que dans d'autres situations, mais je ne sais pas si tu as des choses à dire là-dessus. Ouais. Précarisation un peu parce qu'on est dans cette fameuse caravane du temporaire un peu. Moi, il y a un truc dont on parle très rarement dans l'urbanisme temporaire, c'est que c'est cool de faire sauter la valeur de marché et le loyer. Sauf que quand tu es occupant, quand tu es, j'en sais rien, artiste, chocolatier, boulanger, ou tous les occupants qu'on peut avoir, ou que tu as une asso qui fait de l'aide, de l'éducation populaire, en fait, si ce loyer, tu ne peux pas le payer à un instant T, tu pourras soit pas le payer, soit ça t'a permis de faire peut-être un peu plus de chiffre d'affaires et de te lancer, mais il y a un moment, il y a on crée une espèce de fausse bulle en ne faisant jamais prendre conscience à ses occupants qu'il y a un loyer de fait à payer à un moment ou pas s'ils veulent se pérenniser. Et on est critiqué par certains, mais ils ne sont pas nombreux, mais je trouve que c'est une critique intéressante de dire qu'on fait un peu miroiter une fausse réalité et un espèce de mirage, et qu'on trompe, pas qu'on trompe les gens, mais qu'on les met presque un peu dans la merde en ne leur faisant pas payer même un tout petit loyer, parce que de fait, quand tu reviens dans le marché classique, en fait, la marche, du coup, elle est super haute à franchir. Et donc, il y a une forme de précarisation un peu comme ça, et après, forcément, une forme de précarisation, parce qu'on fait signer aux occupants une sous-convention d'occupation précaire, et de fait, en termes de droit, quand tu vas voir ta banque pour pouvoir investir parce que tu es, j'en sais rien, un brasseur, ou parce que tu es couturier et que tu as des machines à acheter, la convention d'occupation précaire, en termes de bail, juste dans le droit, c'est compliqué. Et il vaut mieux avoir un bail en 369 pour pouvoir avoir la légitimité auprès de ta banque pour investir. Et ça, il y a des choses comme ça, de fait, on précarise en partie, je pense, à mon avis, il faut l'avoir en tête, nos occupants. Après, il y a des moments où on les a accompagnés aussi, soit auprès des banques, soit auprès d'investisseurs, pour montrer qu'on était là aussi, que c'était un lieu qui n'allait peut-être pas forcément fermer tout de suite, qu'il y avait possibilité soit de retrouver, de les réaccompagner, à retrouver sur le marché classique, etc. Donc on tente de faire ces accompagnements-là de temps en temps, mais ouais. Et après, sur la partie hébergement d'urgence, je suis moins bien placée pour parler de cette précarisation-là. Il y a un retour dans 1 minute. Vas-y, Charlie. Charlie, c'est à nouveau à toi pour clôturer. Ah, on ne t'entend pas, Charlie. Ton micro. Bon, au moins, ça enlève tous les jurons. Du coup, alors j'avais une question, mais c'est pas grave. Moi, il y avait quand même un point que j'aurais bien voulu développer, mais sinon, après, plus tard. C'est, on a beaucoup parlé de ton intuition sur l'hébergement d'urgence, qui a été identifié comme un levier hyper intéressant avec les grands voisins. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a d'autres leviers qui vous paraissent à fouiller dans l'hybridation justement de projets? Hors hébergement d'urgence, est-ce qu'il y a une autre intuition, un autre axe de développement? Sur peut-être un peu l'hébergement, soit l'hébergement tout court, j'aurais tendance à dire, soit l'hybridation un peu plus avec je pense que ce sera le cas dans le projet urbain des grands voisins futurs, entre vraiment des lieux de service public ou une école, ou vraiment des lieux gérés par le public, et un peu ces lieux un peu intermédiaires, hybrides. Il y a peut-être aussi quelque chose à creuser là-dessus, mais ça, c'est presque, j'ai l'impression, plus de l'ordre du projet urbain qui se passera une fois l'occupation temporaire finie.
Il me reste 5 secondes, donc c'est compliqué d'aller Ouais, non, mais c'est pas grave. argumenter plus. Merci beaucoup. 3, 2. Qu'il en est. Vous avez dit au revoir également à Fanny ou elle est avec nous également? Ah non, Elle est là. t'es restée avec nous parce que Fabrice l'extrait est parti. Très vite. Bon, en tout cas, t'es la bienvenue.